Bonjour Dani et Bonjour, bienvenue à Bayreuth. Et merci. merci vraiment de nous faire l'honneur de nous présenter ton film au Festival Cinéma Africa Bayreuth cette année. C'est vraiment un honneur pour nous, surtout qu'on sait que ce film a reçu les talons d'or du Yenenga au dernier FESPACO en 2025. Mais peut-être pour commencer, je vais t'introduire. Tu es Dani Kouniaté, célèbre cinéaste africain. Euh, Katanga, c'est ton sixième film, parce Oui. qu'avant ça, sixième long métrage, Mm. parce qu'avant ça, tu as fait aussi des longs métrages très connus sur Sundiata Keita, si je ne me trompe pas, et aussi sur Le rêve du Python, je crois. Donc, Katanga, c'est vraiment le sixième. C'est une œuvre accomplie qui a été récompensée par la plus grande distinction au FESPACO. Donc, avant de commencer vraiment l'interview proprement dite, je voudrais savoir comment est-ce que tu as reçu cette récompense, surtout qu'on sait que le Burkina récupère ce prix 28 ans plus tard. Comment est-ce que tu l'as reçu? Oui, merci. C'est vrai que de recevoir les talents du Nyelenga, comme tu dis, c'est la plus grande récompense du cinéma africain, donc c'est forcément très, très satisfaisant, on va dire. Et, bon, c'est difficile à dire, c'est un rêve, hein, c'est un Est-ce que rêve. tu t'y attendais? Bon, quand on commence une course, on s'attend à être premier quand même, sinon c'est compliqué. Mais ceci étant, c'est pas simple. Je m'y attendais, mais je n'ai pas rêvé non plus. Je rêvais pas de façon exagérée. Je savais que c'était possible, mais que c'était pas évident quand même. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres bons films, hein, et moi-même, j'ai été déjà une fois à côté de l'étalon du Yenega Mhm, avec un de mes films. Ça n'avait pas marché ce mhm, coup-ci là. Mais le film qu'il avait gagné était aussi très bon. mhm. Et puis je pense qu'il y avait probablement des films aussi pendant ce festival où j'ai gagné qui auraient pu aussi mériter le prix. Mais c'est la règle du jeu. En tout cas, le Burkina était très content de recevoir ce prix encore une fois. On était tous très contents parce que j'étais dans la salle ce soir-là et j'avais crié jusqu'à perdre ma voix parce que Ouais, ça faisait longtemps les talons n'étaient plus revenus en Afrique subsaharienne. c'est vrai. Oui, c'était toujours les Marocains, les Tunisiens, C'est sans, vrai. sans me positionner, Oui. mais vraiment c'était une fierté pour nous tous. Donc félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc tu es issu d'une famille de griots. Ton papa il est griot, Oui. toi-même tu l'es. Donc peut-être tu peux un peu expliquer c'est quoi un griot dans la tradition Oui. africaine. Bon, en quelques mots, euh, il faut situer le griot dans le contexte des traditions orales, Mhm, de l'oralité, parce que nous sommes des sociétés orales. mhm, Ça veut dire que le savoir et la connaissance et la mémoire du peuple est sur support humain. mhm, C'est-à-dire, nous n'avons pas de bibliothèques ou des documentations où les gens vont consulter. Les gens vont consulter le griot pour connaître l'histoire. Le mhm, griot, c'est un peu comme la bibliothèque vivante, en quelque mhm, sorte, dans les sociétés orales. mhm, Donc, ils avaient un rôle encyclopédique qui était de retenir l'histoire et de transmettre l'histoire. Mais ils avaient aussi un rôle politique, en ce sens qu'ils étaient les intermédiaires entre le peuple et le pouvoir. mhm, D'ailleurs, on disait souvent, il n'y a pas de bons rois, il y a de bons griots. Parce que si le griot est bon et s'il représente vraiment le peuple auprès du roi, mhm, eh bien, le roi est obligé d'écouter le griot parce qu'il est la voix du peuple. mhm, Et donc, les griots avaient une fonction politique mhm, très très importante aussi. mhm, Et éducationnelle aussi, puisque à travers les contes et à travers la retransmission de l'histoire, les griots étaient les éducateurs mhm, des enfants, etc. Et, et donc ça se transmettait de père en fils mhm, et de génération en génération. C'est en ça qu'on ne devient pas griot, on est dans une famille de griots. Et le griot est considéré comme un artisan, au même titre que le cordonnier, le forgeron, le tisserand, qui sont des artisans qui manipulent de l'artisanat. C'est-à-dire que le cordonnier, il manipule le cuir pour faire des chaussures. Ben, le forgeron, il va manipuler la pierre pour en sortir le fer, pour créer des outils, pour qu'on cultive, etc. Ben, le griot, c'était l'artisan de la parole.
qui devaient manipuler la parole pour faire vivre la société. Donc on était classés parmi les artisans. C'est pour ça qu'on nous appelait les maîtres de la parole, les griots. Et donc, alors, pour simplifier, on va dire que la grande tragédie, à mon avis, de l'Afrique et des griots, c'est que si on résume tout ça, on se rend compte que le griot avait une fonction médiatique très importante dans nos sociétés traditionnelles. Ce qui signifie qu'il était un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Il avait la même puissance que les réseaux sociaux, si on le considère toute la force qu'il avait au niveau communicationnel dans les traditions. Mais alors, il se trouve qu'avec l'évolution, ben, les outils de communication ont basculé. Et donc les griots ont perdu petit à petit la parole et petit à petit leur pouvoir par le transfert des outils de communication, notamment la radio, la télé, le cinéma, etc. Et le fait que les jeunes n'écoutent plus, personne n'écoute maintenant, l'écoute est devenue quelque chose de compliqué, les gens n'écoutent quasiment plus. Et donc le griot, qui était le maître de la parole, si tu es un maître de la parole que personne n'écoute, ben, ta maîtrise, t'en fais quoi? Et donc ça, c'est pour ça que quelqu'un comme Ampateba avait pu dire que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et bien alors quand un griot meurt, ben, c'est une bibliothèque qui brûle, mais il se trouve que les griots, ils sont déjà morts vivants, puisqu'on ne les écoute même plus, quelque part. Et c'est d'où l'importance, pour moi, qui suis cinéaste, d'utiliser l'outil caméra pour continuer à assumer ma fonction de griot. Donc les griots doivent se convertir et récupérer les nouvelles formes de communication et récupérer les nouveaux outils de communication pour les plier à leurs besoins, pour ne pas mourir en gros. C'est plus ou moins ce que je peux dire à propos des griots. Donc, on peut retenir peut-être que le griot, c'est le cinéaste de la société moderne. Parce que si le griot, c'est un conteur, le cinéaste, c'est aussi un conteur, mais avec les outils modernes. Oui. Donc, peut-être de griot à cinéaste, il n'y a même pas de part, apparemment. Oui, mais moi, je pourrais dire quelque part que tous les cinéastes sont des griots. Parce qu'ils assument la fonction. Ils assument la fonction du griot. À partir du moment où tu prends un outil et que tu essaies de communiquer, de transmettre, mais surtout quand tu veux transmettre ta culture et tes valeurs, donc tu assumes la fonction du griot quelque part. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a parfois des polémiques stériles, parce que parfois, tu trouves des grands musiciens, par exemple, on te dit, mais il n'est pas griot, et pour dire, il n'a pas le droit de chanter, ou alors, etc. Ou alors certains qui se disent, moi je suis griot, or on dit demain, c'est même pas un griot, etc. Mais parce que traditionnellement, la société était organisée, comme je disais tout à l'heure, les griots faisaient partie de la caste des artisans. Donc tu avais des tisserands, des cordonniers, des forgerons, etc., des griots, et tout ça se transmettait de père en fils et de génération en génération. Et c'était important que ça se passe comme ça pour conserver la technicité de la société. Parce que si la fille du forgeron va épouser le fils du cordonnier, et leur enfant, il sera entre les deux, et puis en quatrième génération, il n'y aura plus rien. Et donc, il fallait conserver et développer les valeurs techniques et les connaissances et les richesses de la société à travers comment tu appelles ça, cette façon de fonctionner. Et ça cloisonnait un peu. Ça faisait que, par exemple, on disait qu'un griot ne pouvait pas se marier à un noble, etc. Mais c'était en fait pour protéger la technicité de la société. Chacun devait, dans son côté, se concentrer sur ce qu'il a à faire, si bien qu'il ne fallait pas se marier entre vous. Et donc, quand un prince ou un cordonnier se mettait à chanter, on dit non, va faire ton truc, parce que là, tu es en train de perturber le truc. Et c'est pour ça qu'on disait, ouais, il n'est pas griot, il ne peut pas chanter, etc. Il ne doit pas chanter. Salif Keïta, par exemple,
qui est un des plus grandes voix de la musique africaine, et c'est l'albinos Salif Keita, ben, il a été combattu par sa famille quand il s'est mis à chanter parce qu'il il est noble. Les Keita, c'est des nobles. C'est les descendants de Sundiata Keita, l'empereur du Mandé. Il ne peut pas se mettre à chanter comme un griot. Et donc, il a été combattu par sa famille parce qu'il ne devait pas chanter. Mais il se trouve que c'est absurde parce qu'aujourd'hui, ben, Salif Keita, c'est une des plus grandes voix de l'Afrique. Il fait danser les Japonais, les Indiens sur la musique africaine. Mais il joue un rôle de griot incroyable. La fonction qu'il joue, c'est très importante pour la société. Mais alors dire qu'il n'y a pas griot qui ne doit pas chanter, aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être. Parce que c'était des considérations qu'il faut placer dans leur contexte. Dans le contexte traditionnel, bon, on pouvait comprendre parce que ça devait être comme ça. Mais aujourd'hui, tous ceux qui assument la fonction du griot et qui transmettent les valeurs de l'Afrique sont les nouveaux griots, quelque part. Et vraiment, mais on voit comment cette technicité du griot est vraiment imprimée dans le film Katanga, la danse des scorpions. Peut-être c'est aussi une transition pour parler du film. Katanga, c'est un peu comme une transposition de la tragédie de Shakespeare, la tragédie de Macbeth. Donc peut-être on pourra commencer par savoir pourquoi Shakespeare, pourquoi décider de transposer cette tragédie-là dans un contexte africain. Oui, alors la question fait appel à toute ma démarche artistique générale, donc je suis obligé de passer par là. Et en tant que griot, je pense que les griots appartiennent à leur temps. Et les gens pensent parfois que les griots sont des traditionalistes ou des défenseurs des traditions, mais les griots ont toujours été modernes. Depuis le XIIIe siècle, les griots ont toujours appartenu à leur temps. Ça veut dire que les griots ont toujours utilisé les moyens dont ils disposent pour essayer de transmettre, pour toucher les jeunes et toucher l'avenir. Et donc ça fait que ce sont des gens qui sont complètement ouverts. Et les griots sont universels. C'est-à-dire que quand ils s'adressent, ils essaient de toucher tout le monde. Et alors, donc moi j'ai fait un film qui, mon tout premier film, c'était Sundiata Keita, donc qui parlait justement de l'épopée mandingue, qui est notre histoire fondamentale, que les griots doivent raconter. Ça, c'est la responsabilité de ma famille de raconter cette histoire-là. Et les griots sont aussi obligés de trouver des solutions pour raconter des histoires qui traversent le temps, puisqu'ils doivent retransmettre. Puisque c'est pour ça qu'on dit qu'on va chercher dans le passé les éléments dont on a besoin pour construire le futur. Et donc ça fait que quand tu as une démarche pareille, alors tu es obligé de chercher partout où tu peux pour toucher. Et nous avons des histoires très fortes. Moi, j'ai aussi utilisé le XIIIe siècle avec Sia, le rêve du python. Je suis allé, dans mon deuxième film, je suis allé encore plus loin, en tant que griot, dans notre histoire, pour montrer qu'on peut réfléchir à ça. Et là, maintenant, dans ce dernier film que je viens de faire, je suis dans une autre phase de ma réflexion, où je montre que le griot peut même aller hors de l'Afrique, pour aller chercher des histoires qui sont censées être universelles, pour les raconter. Les Américains, ils vont chercher nos histoires. Ils vont chercher nos histoires pour faire des grands films. Ils vont chercher en Afrique parce que nos histoires sont universelles aussi. Et nous pouvons montrer aussi que nous pouvons aller en Europe. Nous avons la puissance aussi d'aller en Europe pour chercher les histoires, pour les plier à nos besoins. Et pour montrer que nous aussi, nous avons la capacité d'interpréter et d'adapter des grandes histoires, même de Shakespeare. Comme Hollywood le fait, ils vont chercher nos histoires. Nous avons aussi cette capacité en tant que griot, parce que le griot est un fabulateur universel. Je fais de la fable,
Et Shakespeare, ses textes sont universels. Shakespeare, c'est quelqu'un qui écrit sur les êtres humains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui analyse l'être humain dans sa profondeur, sa folie du pouvoir, la folie de l'amour, Roméo et Juliette, des choses comme ça. Et tout ça, ce sont des histoires qui sont intrinsèquement humaines. Et donc, en tant que griot, moi, j'ai voulu montrer que non seulement nous sommes modernes, attachés à nos valeurs traditionnelles. Attachés à nos valeurs traditionnelles, ça ne veut pas dire traditionnaliste. Il y a une nuance. Et attachés à nos valeurs traditionnelles, mais en même temps ouverts sur le monde, comme tout le monde, d'une certaine façon. Et c'est ce qui explique cet exercice que j'ai fait pour adapter Shakespeare au cinéma. Et aussi mon envie de réfléchir sur la folie des hommes par rapport au pouvoir aujourd'hui. Alors, vous faites cette transposition de l'œuvre de Shakespeare dans le contexte africain et vous avez décidé de faire tout le film en noir et blanc. Pourquoi? Oui, alors j'ai voulu faire une fable politique qui sort du temps et qui sort de l'espace, c'est-à-dire intemporel et universel. Et j'ai voulu faire comme un conte politique. Et le noir et blanc a la force de la métaphore. Parce que quand tu tournes en noir et blanc, tu es un peu dans le rêve. Et ce film est pour moi comme un rêve. Et ça m'aide à ne pas... à sortir du néoréalisme en quelque sorte. C'était une des raisons fondamentales pour le noir et blanc. Et c'est un format qui est très puissant, mais qui est très peu utilisé. Mais c'est vrai qu'il faut que l'histoire s'y adapte. Mais le noir et blanc, il y a encore des grands films qui se font en noir et blanc, même à Hollywood aujourd'hui. Mais il faut que l'histoire s'y prête, effectivement. Et le choix de la langue morée. Ben voilà, et ça, j'ai omis de le dire. Et une des raisons aussi du choix de Shakespeare, c'est parce que j'avais envie de travailler la force de nos langues dans un film. Et je pense que j'ai combiné un peu tous ces facteurs-là ensemble, parce que nos langues sont fortes. En Afrique, nous avons je parlais de la tradition orale dès le début. En tant que griot, la parole est sacrée. Et dans nos sociétés orales, la parole est sacrée. Avant, on ne signait pas des contrats. On disait, je te donne ma parole. C'était plus fort qu'un contrat. Parce que si tu donnes ta parole, tu ne peux plus la retirer. Le contrat, tu peux le déchirer. Et donc, cette force de la parole, eh ben, le cinéma ne l'exploite pas assez. Nos langues sont les métaphores avec nos langues. Quand tu parles la belle langue, c'est tellement fort. Et donc, j'ai voulu, je l'ai fait un peu avec mon film Sia, le rêve du python, mais j'ai voulu aller encore plus loin, et cette fois-ci-là, en adaptant Shakespeare qui lui-même s'appuie sur la langue anglaise. Parce que le texte de Shakespeare, c'est aussi la beauté de la langue. Et donc, j'avais envie de travailler la beauté de la langue dans un film africain, avec une langue africaine. Mais pour ça, il fallait un grand texte. Et donc, c'est ce qui expliquait aussi l'utilisation du texte de Shakespeare. Oui, et pas seulement la langue, parce qu'on voit aussi beaucoup de symbolisme dans le film. On voit par exemple l'intronisation de Katanga avec ce gros python qui ne le quitte pas, parce qu'après il le voit dans un autre rêve et c'est peut-être le python qui le conduit vers la dame. Donc, quelle est la symbolique du python et même des scorpions? Les scorpions qui servent à prédire la destinée de Katanga. Quelle est la symbolique de ces animaux-là, peut-être dans la culture morée? Oui. Et pourquoi leur choix, en fait? Oui, alors, c'est vrai que j'ai adapté Shakespeare, mais ce que je voulais faire, c'était un Shakespeare africain. Parce que ce texte, il est universel. Et quand tu regardes quand tu vas dans un grand texte, c'est comme quand tu vas au marché.
tu vas prendre les choses qui t'intéressent là-dedans. Parce qu'il y a tout dans un grand texte. Tu vas là-dedans et tu fais ton marché. Et donc, dans le texte de Shakespeare, moi, j'ai fait mon marché à l'africaine. Parce qu'il y a tout là-dedans. Et par exemple, Shakespeare, il dit dans son texte, tant que les arbres de la forêt ne marcheront pas sur ton palais, tu peux être tranquille. Et lui, il dit, mais les arbres vont jamais marcher sur mon palais, donc je suis tranquille. C'est ce qu'il pense, Macbeth. Mais Shakespeare, quand il dit ça, moi je ne connais pas son délire à lui, quand il écrit un truc comme ça. Mais chez moi, les arbres, ils marchent. Les arbres marchent à la fin. Eh bien oui. Non, mais moi, nous, on a des masques qui sont censés être des arbres, qui sont des masques à fibres, qui s'habillent avec des feuilles, des branches, des arbres, et qui vont dans les villages pour purifier les villages. Et donc, pour moi, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Nous avons, les arbres, ils marchent vraiment, mais ils ne marchent pas n'importe quand, ils ne marchent pas n'importe comment. Ils sont sacrés. Et donc, ok, moi je dis, ok, ça m'intéresse. Et donc, quand on dit ça à mon personnage, ben lui, il ne fait pas tout de suite la relation avec ces masques-là. Mais il va les voir venir sur lui. Et là, il va comprendre tout d'un coup. Et là, tout d'un coup, c'est le texte de Shakespeare qui rencontre de plein fouet les réalités africaines. Et il y a aussi des endroits, après, tu as aussi ton délire d'artiste, si tu veux, parce que dans le texte de Shakespeare, il y a 3 sorcières qui prédisent l'avenir, etc. Mais chez nous, ce n'est pas des sorciers qui prédisent l'avenir, ce sont des voyants. Et donc, parfois, c'est dans le sable, par exemple. Tu tapes le sable, comme on dit, hein? Tu tapes le sable et puis le sable, il te parle. Et donc, j'ai voulu, à la place des sorcières de Shakespeare, mettre un voyant qui joue sur le sable. Mais Shakespeare, dans son texte, quand Macbeth il commence à être tellement fou du pouvoir qu'il ne sait plus où il est, il se prend super puissant, et il dit à sa femme, « Des scorpions dansent dans mon cerveau. Et des scorpions dansent dans ma tête et chatouillent mon cerveau. Laisse-moi agir. » Et ça veut dire qu'il a pété un câble. Pour Et moi, on voit comment tu as retiré dans les scorpions. voilà, donc les scorpions qui étaient dans sa tête, moi je les ai sortis et je les ai mis dans le sable du voyant. Au lieu que le voyant il joue avec ses doigts, ben, il va lire les traces du scorpion qui marche dans son sable. Et puis il va dire l'avenir. Bon, ben, ça c'est là où moi je fais mon interprétation, mon adaptation libre des pensées et des textes de Shakespeare. Et c'est ça aussi qui est un peu intéressant dans le travail artistique, de rêver et de faire en sorte que les choses se rencontrent, de nourrir, d'enrichir. C'est une imagination incroyable. Et le python? Alors le python, le serpent est un symbole très puissant dans nos sociétés traditionnelles. Et il y a beaucoup par exemple, au 7e siècle, déjà dans le Ouagadou Bida, hein, c'est un python, c'est le dieu python. Hein. Et dans pas mal de villages, c'est le python qui représente l'esprit du village, etc. Parce que ce serpent, on dit que c'est un animal fascinant, en ce sens que il n'a pas d'os, il se tient debout, il n'a pas de pattes, mais il marche, il est ambigu, étrange, etc. Et donc on a une fascination pour le serpent, et qui fait qu'on en fait un symbole du pouvoir quelque part, un symbole du pouvoir dans beaucoup de sociétés, mais un symbole assez ambigu et craint en même temps. Et un dieu, c'est un peu ce que je critique d'ailleurs dans Sia, le rêve du python, parce que c'est le dieu python qui maudit la terre à la fin, parce que on lui coupe la tête parce qu'il avale les plus jeunes, les plus belles filles. Alors on se dit, mais attends, on ne va quand même pas accepter qu'un dieu avale ses enfants. Et il faut réviser cette histoire-là. Bon, ben ça c'est aussi un truc politique. Mais bon,
le python, le serpent représente une valeur symbolique au niveau du pouvoir, traditionnellement. Et il n'existe pas dans le texte de Shakespeare. C'est mon délire personnel. Et donc, ce serpent, il accompagne effectivement, dès le début du film, et on met un python autour du cou du jeune homme, et sa mère se réveille, et après, le python, il suit toujours l'homme jusqu'à sa folie, en quelque sorte. On a fait souvent la critique à Shakespeare avec son œuvre d'être misogyne, parce qu'à la fin, et dans toute l'œuvre même d'ailleurs, il montre le rôle un peu pervers, ambitieux de la femme. Mais dans Katanga, il y a peut-être cette transposition, mais la fin n'est pas à la Shakespeare. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que Macbeth de Shakespeare est passé souvent comme un texte misogyne, effectivement. Parce que c'est la femme qui pousse l'homme à prendre le pouvoir et puis qui le fout dans la merde, en quelque sorte. Excusez-moi le terme. Mais moi, je n'ai pas voulu faire un film misogyne. Et je ne pense pas d'ailleurs que Shakespeare a voulu être misogyne. Mais je pense que le pouvoir n'est pas une question de genre. C'est une question humaine, que tu sois femme ou homme, quand tu as le pouvoir, tu es exposé aux mêmes défis par rapport au pouvoir. Et donc, je n'ai pas voulu faire un texte misogyne. C'est pour ça qu'il y a des femmes aussi très fortes dans le film. Tu as des femmes qui poussent, tu as une femme qui pousse son mari à prendre le pouvoir, et puis tu as d'autres femmes qui poussent leur mari à faire attention au pouvoir. Parce qu'ils sont en train de péter un câble. Et puis à la fin, tu as des femmes qui poussent le dictateur à partir. C'est ce qui correspond aussi à nos réalités, parce que chez nous en Afrique, le pouvoir de la femme est très évident, mais très camouflé, hein, comme dans toutes les sociétés machistes. Le monde en général est patriarcal et machiste. Et donc, même partout où les femmes ont le pouvoir, on essaie de camoufler le pouvoir des femmes. À tel point que chez nous, parfois, il y a des femmes qui battent leurs hommes. Et quand les gens viennent, la femme se met en dessous et puis elle se met à crier pour qu'on ne voit pas que c'est elle qui battait son homme. Et tu vois, c'est cette hypocrisie-là qui essaie toujours de camoufler les pouvoirs des femmes. Mais il se trouve qu'en Afrique, chaque fois que des femmes se sont levées pour marcher, les dictatures sont tombées. Et au Mali, c'était ça. Hein, et quand les femmes sont allées dans les rues avec leurs spatules et leurs outils de travail, de la cuisine, et Moussa Traoré, le dictateur, il est tombé. Symboliquement, c'est une malédiction pour les hommes. Et au Burkina, c'était pareil. Les femmes, elles ont marché et Blaise Compaoré, il est tombé. Il faudrait que les femmes marchent au Cameroun. Oui. Surtout, il y a aussi cette symbolique du ballet, le ballet citoyen. Oui, le ballet aussi. Oui, bon, elle marche avec des ballets, et donc c'était aussi le symbole du ballet citoyen. Tout ça, ce sont des clins d'œil que j'apporte au texte de Shakespeare et que je nourris en quelque sorte le texte de Shakespeare avec mes propres valeurs africaines. C'est pour ça que, par exemple, tu n'as pas besoin de connaître Shakespeare pour aimer le film. D'ailleurs, au Burkina, il n'y a personne qui connaît Shakespeare. Il n'y a qu'une poignée d'intellectuels qui lisent Shakespeare. Mais alors, quand tu vas voir, le public qui a vu le film au Burkina et que tu leur dis que c'est un Anglais qui a écrit cette histoire, ils vont dire que ce n'est pas vrai. Parce que ça sonne comme une histoire africaine. C'est tout simplement une histoire universelle. Peut-être ma dernière question, un peu philosophique sur la destinée. Une question ouverte. Parce qu'on voit, même dans le roman de Macbeth et même dans le film Katanga, on voit quelqu'un qui reçoit une prédiction sur son avenir. Et après, est-ce que c'est lui qui active cette prédiction ou alors est-ce que c'était sa destinée? C'est une question philosophique.
comme tu dis. Essentialisme, existentialisme, Oui. je crois que c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est Tu te positionnes à quel niveau? c'est une question ouverte, philosophique, mais moi je pense qu'on est maître de son destin, quelque part. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais je pense qu'on est responsable de son destin quelque part. Et moi, si personnellement, hein, là je parle très personnellement, je ne parle pas du film, puisque le film est ouvert. Je dois dire que mon objectif quand je fais un film, c'est pas d'apporter des réponses, c'est de poser des questions. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Et je trouve d'ailleurs que c'est ennuyant de prétendre amener des réponses. Parce que une fois que tu as répondu au truc, il n'y a plus rien à faire. Et par contre, de poser des questions, de sortir de mon film en se posant des questions, ça c'est mon objectif. Et surtout, moi je pose les questions que moi-même je me pose et dont je n'ai pas les réponses. Et je pousse le public à réfléchir avec moi pour m'aider à trouver des réponses. Parfois, moi, en écoutant les gens interpréter mes films, j'ai découvert des choses auxquelles je n'avais pas pensé, par exemple. Et ça, c'est intéressant dans l'art en général. Hein. Quand tu vois un peintre qui dessine son tableau, tu ne vas pas lui dire qu'est-ce que tu as voulu raconter. C'est juste un tableau, tu l'interprètes comme tu veux. C'est plus ou moins la même chose. Et donc, pour revenir à ta question, philosophique, moi je pense que si on te fait une prédiction, on te dit tu vas être roi, et que toi tu fonces dans cette prédiction tête baissée, parce qu'on t'a dit ça, il te manque quelques clés. Tu dois, ok, je dois être roi, oui, mais pourquoi, comment, et comment se fait-il, comment je peux faire pour faire ça, sur qui je marche pour faire ça, et qu'est-ce que j'ai envie de faire ça. Tu es responsable quelque part aussi de tout ça. Donc, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça c'est mon avis. Je ne sais pas, ça ne répond pas tellement à ta question, elle est très ouverte. Parce qu'à la fin, Wendemi, à qui on avait aussi prédit la royauté, le fils du meilleur ami, à la fin, ce n'est pas lui qui est roi. Oui, mais en même temps, si tu veux faire une analyse politique de cette situation, la prédiction dit à Katanga qu'il va être roi. Mais la prédiction dit aussi que le fils de son ami va être roi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Il se passe que, finalement, Katanga, il devient effectivement roi. Il force pour être roi. Mais alors, après, une fois qu'il force pour être roi, il se rend compte que mais la prédiction avait dit aussi que le petit allait être roi. Et donc, ça veut dire que lui, il a un rival, quelque part. Et donc, ça pose problème. Il y a une interprétation politique, là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'éliminer son rival. C'est ce qu'il essaie de faire. Il le rate. Il tue son père. Mais le petit, il l'a pas eu. Donc le petit a échappé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui, finalement, il meurt, mais il y a un nouveau roi qui est là, qui n'est pas le petit. Qui n'est pas le petit. Mais le petit est arrêté à côté de ce nouveau roi. Le petit, il est là, et le nouveau roi est là, et le petit, il est là, il le regarde. Ça veut dire que l'histoire n'est pas finie. Oui. Ça veut dire que politiquement, les choses continuent toujours. Parce que lui, et en plus, lui, sa mère, qui était contre le pouvoir, sa mère, il a prévenu son père. La mère disait tout le temps, fais gaffe, tu es en train de... Tu vas te perdre dans cette course au pouvoir. La mère de Wendemi a passé le temps à prévenir le père pour dire, tu es en train de perdre la tête. Le pouvoir va te bouffer. Mais elle était assise au palais. À la fin, elle était là. Et son fils était là. Et le nouveau roi était là. Ça veut dire qu'elle s'est rapprochée elle-même du trône. Est-ce qu'elle-même va changer son discours? Ça, ce sont des questions ouvertes. Ça c'est la politique. Et c'est comme ça que ça se passe. À chaque coup d'État,
On dit bravo, on va s'en sortir, puis ça recommence à zéro. Et c'est toujours un nouveau recommencement. Ça peut être interprété comme ça, cette situation du petit qui est là à côté, qui avait été prévu pour être roi dans la prédiction. Et est-ce que ces prédictions, finalement, c'est pas ça le diable? C'est aussi une question. Grande question, oui. Ouais. Bienvenue, cher Dani. C'est un grand honneur de t'avoir ici avec nous. De bonnes retrouvailles. Donc, oui, donc j'aurais quelques questions, juste 2 ou 3. Périphériques, je crois que Marie est déjà allée au cœur du film avec les questions plus substantielles. Mais quand on a eu vent du fait que tu allais venir, et j'avais une grande liste en fait de films, et je me suis dit, mais Katanga, donc je me suis dit, je m'intéresserais vraiment au film de Katanga. Juste parce que je suis habitué à faire de la recherche au Congo. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait ça a à faire, ça a un trait, un lien avec le Congo. Mais en regardant le film, bon, je suis aussi un grand lecteur, bon, un étudiant, grand lecteur peut-être c'est quand même trop dit, mais un étudiant de Shakespeare, donc j'ai fait la littérature anglaise, dont on a traité en fait toute la gamme de ces théâtres. Et donc j'ai été déçu du fait que ce n'est pas Katanga de mon cher Congo, mais ça a aussi un lien avec un auteur que j'admire beaucoup et que j'enseigne au fil des années. Mais Katanga, quand on pense un peu à l'histoire du Congo, avec le spectre du pouvoir, la soif pour la domination, dans les années 60, on voit ce que Katanga était devenu. Donc, est-ce qu'on peut faire aussi un lien avec le film, même si peut-être en fait le nom Katanga a une autre résonance dans le contexte Maori, mais est-ce que c'est une liaison fortuite ou bien c'était vraiment pensé ainsi? Exprès. Ouais, bien vu, question pertinente. Je pense que la question joint tous les aspects dont tu as parlé. Au Burkina, il y a une expression, quand on dit c'est Katanga, ça veut dire c'est compliqué. Ah, ça c'est Katanga, ça veut dire c'est compliqué. Mais ça vient du fait que comment tu appelles ça, dans la région du Katanga, au Congo, ça a chauffé. Ça a chauffé là-bas politiquement. C'était chaud. Il y a eu des tragédies politiques là-bas. Il y a eu des drames politiques tragiques, dont l'extermination de Lumumba et de tout le mouvement. Et ça fait que ça, on l'a eu dans la gorge. Et c'est resté dans la gorge. Et ça fait que c'est tellement resté dans la gorge que c'est Katanga chez nous. Et il y a beaucoup de gens, ils connaissent l'expression, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Parce que chez moi, aujourd'hui encore, on dit, que ce soit en Moré ou en Dioula, hein, dans les grandes langues du Burkina, on dit c'est Katanga. Ah, on dit ça, c'est Katanga. Ça veut dire, ah, là, c'est chaud. Mais ils ne savent même pas souvent d'où ça vient. Mais ça vient de là. Et donc, c'est un peu ça l'histoire. Mais donc, pour moi, j'ai joué sur les 2 tableaux. Parce que pour moi, Lumumba reste dans la gorge quand même, quand tu vois ce que le Congo est devenu aujourd'hui. Et parler de la folie du pouvoir, écoute, des Macbeth, des Katanga, on en a eu, hein, des Macbeth. Hein, et Mobutu, hein, qui est le complice de ceux qui ont éliminé Lumumba, hein, Bokassa, Idi Amin, il y en a des paquets qui ont été complètement tarés et qui ont eu cette folie du pouvoir et qui ont quand même posé pas mal de problèmes, de préjudice à l'Afrique aujourd'hui. Bon, et donc, pour moi, de parler du Katanga, c'était aussi pour mon propre plaisir, au-delà du fait que ce mot résonne chez nous au Burkina d'une façon très précise. Au-delà de ça, il y a aussi ce clin d'œil
qui pour moi était important. Donc je fais d'une pierre deux coups en fait. D'accord. Parlant du clin d'œil, il me semble que tu as fait silence ou bien tu as évité, tu as sauté l'un des situations prototypes de Katanga ou bien de Macbeth. C'est-à-dire, tu es burkinabé et la première chose que j'ai ressentie, en fait, quand j'ai commencé à visionner le film, à regarder le film, je me suis dit, mais oui, ce film fait par un cinéaste burkinabé parlant de la trahison. Bon, on voit que l'exemple de Macbeth, en littérature, vraiment, c'est l'image prototype. Mais revenant à la scène politique africaine, il y a aussi une autre situation d'où tu viens que tu n'as pas mentionné. Est-ce qu'il y a eu forcément un lien aussi? Parce que la trahison en Afrique, il n'y a pas seulement la trahison entre Mobutu et Lumumba, mais il y a la trahison entre Thomas et Blaise. Oui. Est-ce qu'il y a eu des interprétations de ce genre où on a essayé de faire relief et de créer? Oui, mais tu fais bien de le souligner parce que ça apparaît très clairement dans le film, pour ceux qui connaissent l'histoire en tout cas. Parce que ce film traite aussi de l'amitié et de la trahison entre Bougoum et Katanga. Parce que c'était des frères, ils se le disent. Quand ils sont allés voir le voyant, il a dit, vous êtes des frères, nous sommes prêts à mourir l'un pour l'autre. Ils le disent devant le voyant. Et le voyant dit à Katanga, toi tu vas être roi, mais c'est le fils de ton ami qui va être roi. Et au final, il y a quand même cette histoire de trahison que Katanga, il tue son frère. Il le tue. Mais alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce qui fait allusion à ce qui s'est passé chez moi, le clin d'œil très subtil, c'est que quand on vient annoncer à Katanga que Bougoum est mort, il ne tient pas debout, il va s'asseoir. Et il dit, vous avez tué Bougoum? Mais c'est toi qui as voulu qu'on le tue. Mais il dit, mais vous avez tué Bougoum? Il dit, ouais, Bougoum est mort. Et lui, il ne pouvait plus tenir debout, parce qu'il se rend compte qu'il vient de tuer son frère. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Sankara et Blaise Compaoré. Quand on est venu annoncer à Blaise Compaoré qu'ils avaient tué Sankara, il est allé s'asseoir. Il ne pouvait pas tenir debout. Il s'est assis. Et il a demandé, vous l'avez tué Sankara? Il dit, ouais, il est mort. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Blaise est un zombie. Il ne s'est jamais relevé de la mort de son frère. Il a été victime. La vérité, c'est que ce type-là, il a toujours porté sur le cœur la mort de son frère. Il n'a jamais été heureux depuis, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Katanga en tuant son frère. Parce qu'ils ont été tous, lui-même été victime du pouvoir. Parce qu'au départ, il ne voulait pas le pouvoir, Katanga. Il a dit à sa femme, écoute, ces histoires-là, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Moi, le roi, il m'aime, on s'aime, moi, je veux le servir, laisse tomber. Et jusqu'au bout, il a résisté, jusqu'à ce qu'il soit obligé, parce qu'au moment où il tuait le roi, sa femme avait réussi à le convaincre que c'était lui ou le roi. Il était persuadé que cette nuit-là, il allait mourir. Donc il devait passer à l'acte. Et c'est ce qui est arrivé à Blaise. Et donc ce clin d'œil, il est effectivement là dans le film aussi. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse assez convaincante. Et une dernière question, en fait, c'est par rapport au choix de Macbeth. En fait, quand on veut travailler sur les travaux de Shakespeare, il y a vraiment un large éventail, en fait, de choix possibles. Et je crois qu'il y a pas mal de pièces théâtrales, en fait, de Shakespeare qui traitent de la trahison, du pouvoir, la soif pour le pouvoir. Et on a King Lear, on a King Richard, on a Jules César, on a pas mal de... Pourquoi le choix de Macbeth, surtout Macbeth? Oui. Est-ce qu'il y a une sorte d'osmose avec Macbeth par rapport au contexte africain qui t'a vraiment convaincu? Macbeth est africain, Shakespeare est africain. Hein?
Shakespeare a une âme africaine, quelque part. Pour ceux qui connaissent bien Shakespeare, ils sentent quand même assez clairement sa sensibilité dans le travail de la relation entre le visible et l'invisible. Le monde visible et le monde invisible. La mort et la vie. La vie au-delà de la mort. Et ce thème-là et cette attitude-là est très shakespearienne. Et il se trouve que chez nous, ben, il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. On vit en permanence avec l'invisible. On vit avec nos ancêtres. Hein, on vit avec... on est en contact permanent avec l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible, c'est absolument pas quelque chose d'invraisemblable pour nous. C'est-à-dire que pour un Africain, l'invisible, il n'y a pas de débat. On n'est pas du tout cartésien. Hein? Et donc, Shakespeare n'est pas cartésien. Et les textes de Shakespeare ne sont pas cartésiens. Et donc, de ce point de vue-là, moi je trouve que Shakespeare a un côté très africain. Et la preuve, c'est que quand tu fais un film comme Katanga, ben, les gars qui ne connaissent pas Shakespeare, ils ont l'impression que c'est une histoire africaine. Ceci étant, pourquoi le choix de Macbeth? C'est un peu lié à tous ces détails dont je venais de parler, qui me permettaient de rentrer directement dans ma propre histoire. Et aussi de ce recoupement de la folie du pouvoir et de la trahison, des assassinats politiques, etc., qui sont monnaie courante en Afrique. Parce que là, tu as vu comment il se met quand même à zigouiller les gens. Là. Tout d'un coup, il avait un endroit où il allait, tu déconnes, il t'amène là, il te saute la cervelle. Et ça, c'était comme ça que ça s'est passé. Du temps de Blaise Compaoré, tu déconnes, ils arrivent là, ils te posent une bombe dans ta voiture, en pleine circulation. C'était des éliminations physiques, des exécutions sommaires sans scrupules. Et c'est ce qui se passe dans Macbeth. Et bon, ceci étant, dans la version de Katanga et de Shakespeare, à la fin, Macbeth, il ne se suicide pas. Hein, il est complètement zigouillé par ceux qui lui en veulent. Mais je n'ai pas voulu faire ça et j'ai voulu jouer dans la métaphore. Et surtout, une des grandes différences aussi entre mon adaptation et le texte de Shakespeare, c'est que Macbeth de Shakespeare est un texte très sanglant. C'est un de ces textes les plus sanglants, qui ont c'est plus violent et beaucoup de sang. Et donc, je n'ai pas voulu montrer le sang dans mon film. J'ai pris le contre-pied de ça et j'ai voulu jouer dans la métaphore. Et mieux encore, dans mon film, à la fin, le chef de terre, il dit « Le sang a trop coulé, ça suffit. On va essayer de résoudre ce problème-là de façon scientifique. » À l'africaine. Oui. D'accord, merci beaucoup. On a trop vu du sang dans les films africains, ça suffit. Donc, merci vraiment, Danny. Merci. Et je crois qu'on se retrouvera en fait encore peut-être après, je ne sais pas combien d'années, après 10 ans, parce qu'il y a aussi un proverbe à Bayreuth. Une fois à Bayreuth, on va y toujours revenir. Eh bien voilà. Donc, au prochain rendez-vous. Merci. Thank you so much for following this interview, and we invite you to follow the activities of the cluster. Thank you on our website. Bye.